développe sur tes pieds. Mais lui, il apprend peut-être plus que ceux qui sont passés du premier coup. Nous allons tirer devant la cabine et que le pilote puisse comprendre qu'en fait qu'on est dans du réel. Ça va bien se passer. Bonsoir à tous et bienvenue dans Révélation, votre magazine d'investigation. Ce soir, nous sommes sur la base aérienne de Villacoublay, un lieu placé sous haute protection militaire. C'est d'ici, en cas d'attaque terroriste, que partiraient les premiers hélicoptères, comme ce Fennec, juste derrière moi. Avec plus de 50 corps de métier, l'armée de l'air compte 2000 recrues chaque année. Mais qui sont ces hommes et ces femmes qui ont décidé de s'engager? À quoi ressemble leur quotidien? De leur formation au métier de pilote de chasse à leurs premières interventions au Mali, nous les avons suivis pendant plusieurs semaines. Au cœur de l'action avec les As de l'armée de l'air, c'est un reportage d'Yvan Seriex et c'est tout de suite dans Révélation. Le Mali, janvier 2013. Face à l'avancée des troupes islamistes d'AQMI, la filière d'Al-Qaïda au Maghreb, vers la capitale Bamako, la France déclenche l'opération Serval. En quelques semaines, 3200 hommes se déploient sur le terrain pour combattre les rebelles venus du nord du pays. Rapidement, les forces spéciales, épaulées par les hélicoptères de combat et les avions de chasse de l'armée de l'air, prennent le dessus. Ils repoussent les islamistes dans les montagnes. Allez, c'est parti, bien. Bamako, 1000 km plus au sud. C'est ici, dans la capitale malienne, que l'armée de l'air française a installé sa base arrière sur une partie de l'aéroport civil. Nuit et jour, 500 hommes et femmes se relaient pour déployer les avions de transport, les hélicoptères et surtout les avions de chasse qui assurent l'appui aérien des troupes au sol. Malgré ses cheveux grisonnants, le capitaine Roy est un jeune pilote de chasse. Avec son navigateur, Pat, ils effectuent leur toute première mission à l'étranger. Ils sont arrivés depuis 3 jours, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne logent pas dans un 4 étoiles. Ben, le lit, c'est pas si mal, tu vois. Moi, je me suis ramené un petit matelas gonflable, et voilà. C'est vraiment le camping, quoi. C'est le camping. On a la clim, donc sincèrement, il n'y a pas à se plaindre, quoi. Ce dont on a peur, c'est scorpions, serpents, tout ça. Bon, on n'en a pas encore vu, mais il y en a. Ça existe. Mais les scorpions ne sont pas leur priorité aujourd'hui. On part pour une mission d'appui aérien au profit de la MISMA, qui est accompagnée par un FAC français évidemment au sol, et on travaillera avec lui. D'accord. La zone, c'est autour de l'aéroport de Tombouctou, donc dans le nord-est. Ce que je vous demande sur cette première mission, c'est de faire comme vous le faites d'habitude. D'accord. On ne change rien aux méthodes de travail, vous avez été entraîné pour ça. Vous avez passé vos qualifications opérationnelles, donc vous faites ce qu'on vous a appris. Vous ne changez rien, on n'invente rien sur un théâtre. Ces missions sont extrêmement dangereuses pour les pilotes de chasse. Quelques semaines plus tôt, un hélicoptère de l'armée de terre française a été touché par une rafale de mitraillettes au cours d'une opération de ce type. Son pilote, Damien Boiteux, a été tué. Mais le véritable danger pour le capitaine Roy, ce sont les missiles solaires portatifs dont sont équipés les djihadistes, capables de toucher un appareil en plein vol, comme ce MiG syrien récemment abattu par les rebelles. Une situation ultime qui pourrait pousser l'équipage à s'éjecter en territoire ennemi. Alors quand nos pilotes partent en mission, ils ont un équipement spécifique. Le gilet de survie,
Donc ce gilet contient tous les éléments qui seront nécessaires à la survie en territoire supposé hostile et tout ce qui va nous permettre de mener à bien la mission de récupération. Éléments de signalisation, la balise GPS et fréquence radio pour entrer en contact avec les forces amies. Donc de l'eau, on en emporte sous la forme de petits sachets qu'on trouve en quantité limitée dans ce gilet de combat. Pour assurer notre protection individuelle dans ce cas de figure, eh bien, nous emportons en vol un pistolet automatique individuel. Voilà. Mais à quelques minutes du départ, il n'est pas question pour le capitaine Roy de penser au pire. Il y a forcément un petit peu de stress, mais voilà, on ne pense pas au scénario négatif, aux pannes, aux problèmes. Pour la première fois de sa vie, le capitaine Roy est susceptible de tirer sur des cibles humaines. Sur le tarmac de l'aéroport, les mécaniciens spécialistes des armements préparent son appareil. Arrêtez. Voilà. Dans le monde du pays, donc c'est assez nuageux. Il y a pas mal de tempêtes de sable. Donc en fait, c'est sur des bombes Q849, on peut aller dans n'importe quelle cible, même si c'est du sable ou des nuages. Dès qu'elle est tirée, en fait, elle se dirige toute seule grâce à son système GPS incorporé sur la cible au sol, directement, sans l'aide de l'avion ou du pilote. Ces armes d'une précision inférieure au mètre coûtent plusieurs centaines de milliers d'euros et peuvent occasionner des pertes considérables aux forces ennemies. Ça va bien se passer. Le capitaine Roy, son équipier Pat, un second équipage. Au total, 2 avions sont requis pour cette mission qui va durer plus de 4 heures au-dessus du désert malien. Pour les troupes au sol, cet appui aérien est crucial. En cas d'attaque par un groupe rebelle, ils savent qu'ils pourront compter sur ces véritables anges gardiens. Une suprématie aérienne qui a largement contribué à la victoire sur les groupes islamistes. Mais malgré 2 gros réservoirs supplémentaires, les avions de chasse ne peuvent pas voler plus d'1 heure. Du coup, toutes les 45 minutes, nos pilotes ont rendez-vous à plus de 10 000 pieds avec un Airbus A330 ravitailleur. Un avion de ligne transformé en station essence volante. À son bord, plus de 150 000 litres de carburant. Dès qu'ils sont rassemblés avec nous, on va sortir des points de ravitaillement en modèle. Et puis de là, il y en a un qui va aller à droite, l'autre à gauche. Ils vont faire un plein complet, environ 5 tonnes et demie de carburant. Ça fera un total de 14 000 litres à peu près. 14 000 litres, soit le plein de 300 voitures environ. Le tout en moins de 5 minutes. Mais il y a du monde à la pompe. Avant que Roy et son équipier ne se présentent, 2 rafales doivent déjà refaire de l'essence. Cette manœuvre est délicate et demande une précision extrême aux pilotes. À plus de 500 km/h, ils doivent toucher un petit panier d'1 mètre de diamètre seulement. 1 mètre. Panier à gauche. Contact. Une deuxième plante, s'il te plaît. Complot. Dessus. Disconnect. Il était limité. 1 mètre, 2 mètres. 1 mètre. Dans le panier, contact à gauche. Il avance. Déjà 3 heures que les avions sont en vol. Au sol, le convoi de l'armée de terre est arrivé à destination. Une ancienne base rebelle qui, au final, s'avérera abandonnée. La mission est levée. Pour les avions, c'est l'heure du retour et du dernier plein en vol. Roy et son chef de patrouille sont les derniers à se présenter au panier. En vieux briscard, le chef se connecte très rapidement. Mais Roy va avoir beaucoup plus de mal. Il est nerveux ou il est... Roy en est à son 4e ravitaillement de la journée. Et visiblement, la fatigue se fait sentir. Son hésitation apparemment anodine pourrait cependant avoir de graves conséquences si la perche se casse pendant l'arrimage. Le danger, c'est que le morceau qui est cassé risque d'être ingéré par l'avion qui est derrière et pourrait en dernier recours faire éjecter les 2 pilotes et navigateurs qui sont à bord du chasseur. Roy se concentre et il finit enfin par connecter son appareil au panier d'essence. Nous avons 2 avions stables en cours de livraison.
Disconnect à droite. Non. 31, secteur de 4 complet. 4h30 après leur décollage de Bamako, les deux équipages sont de retour à leur camp de base. Des missions comme celle-ci, Roy va en effectuer une trentaine durant toute l'intervention française. Son cafouillage lors du dernier ravitaillement d'essence n'a pas échappé à son colonel. Un peu de fatigue, rester humble comme d'habitude derrière le panier. C'est le seul point de la mission. Après on regardera le détail avec les cassettes, mais dernier retour, c'est pas. C'est une bonne leçon de prise pour moi, puisque effectivement, baissant la garde volontairement ou non sur la fin, pas forcément conscient de la fatigue qui s'installe, de la routine, d'aller ravitailler plusieurs fois. Effectivement, sur le dernier contact, on a eu un contact un petit peu limite, pas très propre. C'est la grosse différence entre une mission opérationnelle qui fait 4h30 et une mission d'entraînement en France. Il le sait, je pense qu'il aura appris, c'est sa grande leçon du jour. Impossible de savoir si Roy, durant tout son engagement au Mali, a été amené à faire feu. Ce genre d'information est confidentiel. À Bamako, le jeune pilote a connu son premier théâtre de guerre. Mais l'armée de l'air, ce ne sont pas que des pilotes de chasse. L'aéroport de Bamako est sous la menace de groupuscules djihadistes infiltrés au sein de la population. Sa défense est cruciale. Elle a été confiée au CPA-20, une unité de commando parachutiste. À première vue, leurs moyens sont assez rustiques. Ce modèle de Jeep date des années 70. On a une capacité de nuit avec du phare arrière. Chaque véhicule est équipé de moyens de transmission de données et de cartographie avec un ordinateur. Nous avons également